Salut Marine. C'est bon, tu t'es pas perdu? Ravi de te rencontrer. Bah, tout pareil. Tiens, tu veux te mettre ici? Ah ouais, je rêve d'un café. En tout cas, Brio, je suis super contente de te rencontrer parce que je vais t'inviter sur un bateau qui est pas sur l'eau cette fois, donc t'inquiète pas, on risque pas de couler. Ça marche. Bon. On risque pas de chavirer. Mon quota d'eau salée pour saler. On risque pas de chavirer, mais si tu pouvais en un seul mot décrire un peu tout ce qui s'est passé. L'aventure. Enfin, pour moi, c'est le mot qui convient le mieux parce que l'aventure aujourd'hui, c'est compliqué de vivre des vraies aventures dans notre monde hyper connecté. Et là, c'est la vraie aventure, quoi. Tu te retrouves à un moment à nager au milieu de l'Atlantique, dans une combi de survie remplie de flotte, à côté de ton bateau qui est quand même accessoirement ta vie, qui est à l'envers et que tu sais qu'il est probablement perdu, et qu'il y a quelqu'un qui est là pour te récupérer, mais tu sais pas quand. tu sais pas trop comment ça va se passer. Et ça, c'est quand même des choses assez uniques à vivre. Bon bah mon cher Brieux, je suis contente de t'accueillir à bord de mon petit canot. Ça va te changer de ton catamaran. Oui et non, parce que tu vois, ça reste un bateau, donc moi je trouve ça génial. Ce que j'aime bien, c'est que la première réflexion que t'as en rentrant, c'est ça sent une odeur que je connais bien. Ah bah c'est exactement, enfin, tu vois, pour moi c'est les souvenirs d'enfance, des premières naves. Il manque plus que l'odeur du réchaud à pétrole lampant et on est dans le sujet, quoi. On est juste à côté. Il est là, il est là. Si on peut On l'allumer l'a tout pas à allumé, l'heure. on l'allumera tout à l'heure si tu veux. Je sais que la voile, elle fait partie de ta vie depuis que t'es tout petit. T'as fait plusieurs navigations, t'es passé par la classe solitaire du Figaro, t'as fait des routes du Rhum, t'as fait plusieurs traversées de l'Atlantique. Et ton dernier projet, il s'est pas passé comme prévu. Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Le dernier projet, t'as pris le départ de la route du Rhum 2022. Et le projet s'est arrêté plus tôt que prévu. Est-ce que tu peux commencer déjà par me raconter pourquoi t'as eu envie de repartir dans une deuxième route du Rhum et qu'est-ce qui t'animait dans cette course? Alors ça va te paraître assez paradoxal, mais j'ai voulu refaire la route du Rhum parce que je l'avais fait en 2014. Ça avait été une énorme galère du début jusqu'à la fin. Et là, je m'étais dit, je vais la faire, mais en mieux. Sauf que patatras, j'ai fait quand même quelque chose d'assez inédit. J'ai commencé la route du Rhum sur un multicoque, en solitaire, et j'ai fini en double sur un monocoque. Et au lieu d'arriver à Pointe-à-Pitre, je suis arrivé aux Açores. Bon, entre-temps, j'ai chaviré, j'ai perdu mon bateau, donc autant te dire que ça a été bien pire que l'édition 2014. Et quand tu dis bien pire, pour comprendre, vivre un chavirage, ça reste quelque chose de, je pense, de psychologiquement qui est très impactant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens de ce matin, de cet après-midi, de cette nuit? C'était quand? Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce chavirage a opéré? Ah bah, je m'en souviens très bien, je pense que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, parce que ça avait été une nuit assez particulière. On avait, en début de nuit, passé un front froid assez actif, tu vois, avec du vent, de la mer. Alors, c'était pas des conditions non plus complètement démentielles, hein. Il y avait dans le front, c'est monté à 40 nœuds en rafale. Il y avait un vent moyen entre 30 et 35 nœuds, donc c'est pas mal. Ouais. La mer était plutôt plus forte que le vent, ce qui est souvent le cas au large. J'étais avec une voilure assez réduite, 3 ris dans la grand voile et ce qu'on appelle le J3, donc l'ORC devant. La J3, c'est la plus petite voile. Il y a encore le tourmentin après, mais tu vois, bon là. On va dire que c'est en règle générale, J0 c'est très gros, J1, voilà. J2, J3 c'est dégressif, on va dire. Voilà, donc là j'étais quand même, je faisais bien le dos rond, j'étais content, j'étais en tête. Je savais que si je passais le front en premier, derrière il n'y avait plus qu'à renvoyer tribord à mur. Et t'étais parti. Et ça creusait, donc c'était plutôt cool. Sauf qu'au moment où je passe le front, j'entends à la VHF un concurrent en classe 40 qui visiblement est en difficulté, puisque j'entends pas m'aider, mais j'ai déclenché toutes mes balises. En général, quand on déclenche toutes ces balises, c'est qu'il y a quand même un gros problème. Donc j'identifie rapidement que ce bateau, c'est la Boulangère Bio, le classe 40 d'Amélie Grassi. Et je vois sur mon écran d'ordi, sur lequel on fait la nave, la trace de son AIS qui s'arrête. Et elle est en gros 10 000 dans mon nord. Donc je vire pas de bord et je continue de faire du nord. J'appelle la direction de course en lui expliquant la situation. Il me dit effectivement, elle a déclenché ses balises, on n'en sait pas plus, est-ce que tu peux aller voir? Donc je me déroute. Et là, il faut imaginer qu'il fait nuit, il fait vraiment un temps dégueulasse. Puis ça fait 4 jours qu'on est en mer, c'est un moment où tu commences à avoir un peu la fatigue qui s'accumule. Et surtout, le passage du front, qui était quand même le premier objectif. La première grosse difficulté que tu vivais. De cette course, il est passé, donc tu as un petit peu de soulagement. Et là, paf, bon, tu te déroutes, tu restes dans le front pour aller gérer ce truc-là. Bon, je discute avec la Miss.
Effectivement, elle a dématé, ce qui n'est pas très grave en soi, mais elle est un peu choquée par ce qui lui arrive. Et en accord avec la direction de course, on décide que je reste autour et que je tourne autour de son bateau le temps qu'elle se sépare de son gréement. Il y a de la mer, donc t'imagines un classe 40 sans mât, il bouge dans tous les sens. Le danger, stable, ouais. c'est qu'elle passe par-dessus bord. Et là, c'est d'autres emmerdes qui arrivent. Et voilà. Et ça se passe bien pendant 2-3 heures. 3 heures, je tourne autour d'elle. Et à un moment, elle me dit ok, c'est bon, mon gréement est largué, je vais dormir un peu, puis dès qu'il fait jour, je ferai route au moteur vers l'Espagne. À 21h, elle a libéré son gréement, elle a mangé un peu, dormi un peu, elle repart. Et moi, je repars vers le sud et j'essaye de reprendre un peu le fil de la course. Et je me rends compte qu'à ce moment-là, j'ai un peu perdu. Qu'à la fois, je suis crevé. T'es sorti de ta course en quelque sorte. Que du coup, je suis plus en phase avec ce que j'avais préparé au niveau de la nave, puisque le front, ça fait 4 heures qu'il est passé. Et là, le vent est un peu merdique, il a remolli, il y a 18 nœuds de vent, mais il y a encore vachement de mer, donc j'hésite un peu sur le plan de voilure, et finalement, je repars avec 2 riz J2. Une voile plus grande. Un peu plus de bâche, mais pas, enfin, en tout cas, sous-toilé par rapport aux conditions qu'il y avait à cet instant-là. Et je me dis plutôt bien adapté au vent moyen. Et je repars cap au sud. Et là, la nuit est galère. La mer est croisée, le bateau se fait bien chahuter. Et à un moment, je suis à la table à cartes, le bateau se fait rouler et je finis éclaté sous le vent et je me fais mal. Et je me fais mal au dos. Enfin, je sais que c'est pas grave, mais tu vois, voilà, puis ça tape. Je ressors dehors, je règle un peu, je descends mon chariot d'écoute, je remonte un peu mes dérives en me disant le bateau, je le mets en config vraiment safe, quoi. En profiter pour récupérer un peu. Et à ce moment-là, je sens le bateau partir en survitesse, donc abattre. Si tu veux, il était sous pilote, réglé à 5. Il part au tas, quoi. Et il part, il abat. Donc il descend, j'ai dû passer de 55 degrés du vent réel à 70-80, ce qui sont des angles un peu merdiques sur un multicoque. Parce que c'est les angles où tu te retrouves vent de travers, et c'est là où en général les cascades commencent. Je sens le bateau partir en accélération. J'ai pas le temps de réagir. Je le sens qu'il plante dans une vague. Et tu as des petits, sur la face avant du roof, en fait, tu as des petits panneaux. Et je sens l'eau sous pression qui rentre par ce petit panneau. Ça m'était déjà arrivé, mais là, tu sais, quand ça commence comme ça, c'est que le bateau enfourne dur. Et une seconde après, j'ai entendu mes 2 largueurs d'écoute se mettre en branle. Il y a un claquement reconnaissable. Et donc là, toute la voilure est lâchée, quoi. Ouais, ça choque, mais on s'arrange pour que ça choque de 20-30 cm, tu vois, pas tout d'un coup, sinon tu casses tout. Et là, je me rends compte que c'est trop tard, en fait, que le bateau, il est en train de passer cul par-dessus tête. Et c'est hyper violent. Le chavirage en lui-même, je pense que ça a duré 5 secondes. Et ce qui est surtout très désagréable, c'est qu'une fois qu'il est à l'envers, le bateau est immédiatement envahi par une eau qui est quand même un peu fraîche. Hein, tu vois, là où j'étais, je pense qu'elle était à 12 degrés, je pense. Donc t'es quand même un peu saisi, il fait nuit noire, t'as des vagues dans le bateau, et en même temps, tu te dis, putain, le bateau a chaviré, et tu mesures toutes les conséquences que ça implique. Je me dis, putain, le bateau, il n'est pas assuré. J'ai une saison derrière à honorer. Je suis caution perso d'un leasing. Ça va être la merde. J'ai été le premier à dire, il faut qu'on fasse gaffe, il est hors de question qu'on se foute à l'envers avec nos bateaux. Et cette route du Rhum, moi, je voulais la faire prudemment. Et là, patatras, je me retrouve dans cette situation. Alors, il y a 10, 20, 30 secondes, je ne saurais pas te dire, où tu es quand même un peu en panique, où tu dis, putain, t'as de l'eau là, hein, t'as la tête collée au plafond. C'est quand même un peu anxiogène. Et puis après, tu respires, tu dis, bon, ok, le bateau, il va pas couler. Ça, je le sais. Et là, qu'est-ce que tu fais quand le bateau se retourne? Tu dois fermer, tu dois t'isoler. Alors, T'as une procédure quand même assez protocolaire à suivre, quoi. Il faut aller dans la coque. Moi, c'était la coque bâbord, où j'ai tout mon matos de sécu qui est entreposé, ma combinaison de survie. Et une fois que tu es dans cette coque-là, tu peux sortir par la trappe de survie et aller à l'extérieur s'il faut. Donc là, je suppose que tu fonces dans cette coque, tu mets ta combinaison de survie. Au début, je me suis dit, parce que je m'étais tellement dit pas projeté, quoi, que je n'allais pas chavirer, qu'il y avait certains éléments clés qui étaient restés qui n'étaient pas avec le matos de survie. Et notamment ce qu'on appelle la yellow brick, qui est la petite balise qui permet de traquer le bateau si jamais tu te retournes, a été dans la table à cartes, qui avait pris l'eau. Puis moi, tu vois, j'étais en bas de ciré, bottes, polaire. Et à ce moment-là, j'avais pas mon gilet sur moi, j'avais même pas ma frontale, parce que j'étais en train de taper sur l'ordi. Donc, tu vois,
La priorité, c'était d'essayer de rassembler Le peu d'affaires que tu avais autour les de toi. quelques quoi. objets que j'aurais pu retrouver Ouais. immédiatement. Sauf que le bateau est à l'envers, tu as déjà des vagues à l'intérieur et j'ai rien retrouvé si ce n'est une lampe torche qui flottait. Donc j'ai pris ma lampe torche et là je me suis rendu compte que j'étais complètement désorienté. C'est bien beau de dire faut aller dans la coque bâbord, mais la coque bâbord, une fois que tu es à l'envers, elle est à tribord. Et puis tu sais plus où est l'avant, l'arrière, il fait nuit, enfin t'es Mais j'ai même pas envie un peu d'imaginer. tétanisé par le froid. Il y a un moment, avec ma petite torche, j'éclaire un truc et je me rends compte que c'est le tableau électrique. Et là, je sais que l'issue pour aller dans la coque est à l'opposé. Donc, déjà, je sais à peu près vers quel sens il faut aller. Sauf que dans le bateau, on avait rajouté des cloisons étanches pour éviter justement que s'il y avait des vagues qui arrivaient par l'arrière, on remplisse le bateau. Sauf que là, maintenant, pour descendre dans la coque, je suis obligé de plonger sous la cloison étanche. Et là, forcément, tu as un petit moment d'appréhension parce que tu te dis, si jamais je reste coincé là-dessous, Je suis mort. je suis cuit. Sauf qu'il n'y a aucune raison objective que tu restes coincé. Oui, mais dans les moments d'angoisse comme ça, forcément, tu y penses. Et puis tu te dis, une fois que tu es passé, tu ne pourras plus revenir en arrière. Donc s'il y a un truc à reprendre maintenant, c'est... Il faut que j'oublie rien. Voilà. Bon, alors j'ai plongé, je suis arrivé dans ma coque bâbord. Là, la situation était déjà un petit peu plus confortable puisque j'avais de l'eau qu'à la taille. Je savais que j'avais plus ou moins des rations de survie dans le grab bag. L'important, c'est d'avoir de l'eau. De l'eau, je savais qu'il y en avait dans le grab bag aussi. Donc, et de toute façon, tu es dans une zone où globalement, tu sais que au pire, ça va durer 24 heures avant qu'on vienne te chercher. D'accord, mais tu es quand même dans une eau à 12 degrés, tu es trempé de la tête aux pieds, Ouais. tu as de quoi te changer de l'autre côté? Non. J'ai ce qu'on appelle la TPS, la combi de survie. Sauf que comme tu as déjà de l'eau à la taille, ma priorité, ça a été de l'enfiler. Ah oui. C'est-à-dire, il ne faut pas Faut pas attendre. tomber quoi. en hypothermie. Donc, le premier geste, c'est enfiler la TPS. Sauf qu'avec de l'eau jusqu'à la taille, bah forcément, tu la mets, mais il y a plein d'eau dedans, quoi. Alors, j'ai essayé de trouver des artifices pour vider une jambe, puis l'autre, mais bon an, mal an, je pense qu'il y avait facile 30-40 litres de flotte dans ma TPS, ce qui est monstrueux en termes de poids. Et là, est-ce que, avant que tu partes et que tu plonges pour aller dans le flottant de bâbord, est-ce que tu déclenches juste tes balises pour dire les gars, il m'est arrivé une merde, au secours Alors quoi. non, parce que je me suis dit je vais attendre qu'il fasse jour avant de tout déclencher, parce que ça sert à rien de déclencher le plan hors sec maintenant. De toute façon, il fait nuit noire, il y a 5 ou 6 mètres de creux, ils ne pourront pas faire grand-chose. Donc j'attends. J'enfile ma combinaison de survie, je commence à faire un peu l'inventaire du matos que j'ai avec moi. Et donc pendant 1 heure, j'ai attendu, comme dans un bus, tu vois, je me tenais avec ma combinaison de survie. Trempé, mais de toute façon, je voulais pas sortir dehors tant qu'il faisait nuit. Et c'est compliqué de mettre des mots là-dessus, mais comment on est quand t'es enfermé dans ce flotteur, t'as déclenché, t'es trempé, t'es dans quel état d'esprit? T'attends 1 heure que le temps passe pour prévenir les autres, mais comment tu es? C'est compliqué. Au début, il y a une première phase où tu sais, as l'impression que le monde s'effondre parce que tu mesures toutes les galères dans lesquelles tu es. Et en fait, ce qui m'a rattaché à quelque chose de positif, ça a été de me dire, bon, la connerie, elle est faite, tu es à l'envers maintenant. Il va falloir se sortir de là, ce qui est intéressant, tu n'as jamais fait. Donc, ça va être une aventure à part entière. Il va falloir être bon parce que quand tu appelles au secours, tu mets aussi en danger la vie des gens qui vont venir essayer de te récupérer. Et il faut, même si tu es fatigué, que tu n'en peux plus, que tu as mal, il va falloir être bon parce qu'il ne faut pas se rater. Voilà, donc du coup, ça a été un peu mon leitmotiv et c'est ce qui m'a permis de rester positif dans un moment où tu n'as qu'une envie, c'est juste de... De toute façon, je pense que tu es dans une telle adrénaline que Ouais. cette adrénaline, elle t'empêche de penser, de réfléchir à ce qui se passe. Tu es dans une action. Ouais, Tu ne poses pas 100 000 questions, il faut agir. Et puis après, il y a tous les aspects positifs. J'ai des gamins qui sont encore en bas âge, donc de toute façon, rien que pour eux... T'as pensé à eux à ce moment-là? Oui, clairement. Moi, c'était une de mes premières pensées, ça a été, putain, mes gamins, voilà, je peux pas me permettre de leur faire une Alain Colas, quoi. Le seul point positif qu'il y avait là-dedans, c'est que j'ai toujours vécu en symbiose avec la mer. Quand j'étais gamin, à 5-6 ans, je passais ma vie dans les rouleaux et entre guillemets, ça me fait pas trop peur. Enfin là, je suppose que tu es dans les rouleaux, tu es dans un bateau, tu es sous l'eau carrément. Et là, qui est contacté? Alors là, si tu veux, je vois vaguement les premières lueurs de l'aube qui arrivent. Et j'ouvre le sac dans lequel il y a l'Iperm. Et là, je me rends compte qu'en fait, elle a déjà percuté. Avec la violence du chavirage, elle s'est déjà mise en émission. Et je me dis, merde, ça se trouve, ça fait déjà 1h30 que les secours sont en branle. Et t'es comme un con en train d'attendre à l'intérieur. Donc là,
J'ouvre la trappe de secours et je sors dehors une première fois. Je me rends compte que la mer est toujours aussi dégueulasse, que le bateau se fait chahuter dans tous les sens. Et là, je me dis, merde, ça se trouve, il y a un bateau pas loin. Donc, je prends la VHF et je commence, je fais un premier, m'aider. Et au moment où je le dis, je me dis, mais là, t'es comme un con parce que tu connais même pas ta position. Je sais que je suis vaguement par 43 nord, 17 ouest, mais quand tu balances un mêlée, on attend que tu aies une position Plus clair. vraiment précise. Et là, je me dis, mais merde, je connais même pas ma position. Donc, j'envoie mon mêlée, personne ne me répond. J'essaye vaguement de regarder autour si je vois un bateau, mais avec les flancs de coque aussi hauts, et je rattends 1 heure. Et là, c'est des trucs complètement débiles, mais j'entends le dessal qui se met en route. Et je me dis, mais attends, si le dessal se met en route, c'est qu'il y a encore du jus dans le bateau. Donc j'allume la lumière. Et là, je me retrouve comme dans une piscine, tu vois, puisque comme la lumière, elle est au plafond, mais que le plafond, maintenant, il est en bas, ça fait un éclairage intérieur. Et là, dans ce moment-là, je me dis, putain, c'est un jacuzzi, quoi. C'est un jacuzzi glacé. C'était complètement... c'est débile, hein, parce que tu es en train de... Il n'y avait pas l'air mou, par contre. Ça se trouve dans 1 heure... Si, il y a l'air mou, parce que tu avais des vagues, mais ça se trouve dans 1 heure, tu n'es plus de ce monde. Mais là, je me dis, putain, je suis dans un jacuzzi. J'ai eu le temps de sourire. Et puis après, là, j'ai vachement hésité à retourner dans la nacelle pour essayer d'aller retrouver ma Yellow Brick, essayer de récupérer du matos. Parce que je voyais plein de trucs qui passaient par en dessous. Enfin, mais je me dis, non, c'est trop dangereux. Je fais pas le con, je reste là. Je voyais bien le vent mollisser un peu, mais la mer était toujours bien dégueulasse. Puis le bateau à l'envers, il tape. Enfin, c'est difficile à décrire tellement c'est pas marrant, quoi. Et peut-être 1 heure après, je sors. Je renvoie un m'aider et là j'entends un mec me répondre This is a motor vessel Malina, donc un gars qui s'exprimait dans un anglais proche du philippin et qui m'explique qu'il a bien capté mon m'aider et qui vient me secourir. Ok. Donc je me dis bon, quelque part il y a un cargo qui doit être pas loin et qui vient me chercher. Sauf que quand je regarde autour de moi, je ne vois pas de bateau. Je me dis merde, il est où? Et alors là, réflexe con, je prends un fumigène, tu vois, de mon grab bag, je le déclenche, ça fait une petite fumée orange, et je rappelle le mec pour me dire s'il voit orange smoke. Pas de réponse. Pas de réponse. Et là, je me dis merde, il est où lui? Il y a un autre bateau qui est dans le coin, je l'entends qu'il parle à la VHF, j'ai pas le retour de l'autre bateau, mais Mais t'entends qu'il parle à quelqu'un d'autre. je comprends qu'il parle à quelqu'un d'autre. Donc à un moment, je finis par me décider à faire une petite excursion un peu plus loin sur le bateau, et à monter à Califourchon sur une des coques en me cramponnant à la dérive, ce qui est vraiment pas... Ce qui est très dangereux parce que là, t'es accroché à quelque chose. Non, tu es accroché à rien, de toute façon... Tout est de l'autre côté, quoi. TPS, ouais. Je vois peut-être 5000 sous mon vent, un tanker qui doit faire 300 mètres, tu vois, un gros bateau. Et je vois devant lui, il y a un tout petit bateau, je vois une grand voile seule qui est devant lui. Et peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après, je comprends que c'est Jean-Pierre. J'entends dans un échange avec le cargo, enfin le pétrolier Donc là, philippin. Tu sais que c'est Jean-Pierre, l'un des plus grands navigateurs de ce monde. Je le connaissais pas très bien, Jean-Pierre. J'ai eu l'occasion de parler avec lui comme ça, des briefings ou au téléphone une fois ou deux quand on avait fait l'arc. Mais là, j'entends sa voix, la voix reconnaissable du Dick à la VHF, et je me dis là, ça sent vachement meilleur parce que le plan monté sur le pétrolier philippin, Moyen. vu les conditions de mer, ça va être merdique. Autant Jean-Pierre, il a quand même, c'est quand même un des plus grands marins de sa génération, donc ça sent bon. Je tire une fusée parachute en espérant qu'il me voit, parce qu'il ne me voyait pas. Hein. Je l'ai guidé à la VHF, mais Jean-Pierre te voyait toujours pas non plus. Jean-Pierre, il m'a vu, je pense, il était à 500 mètres du bateau. Ah, la vache. Et donc là, le sauvetage s'opère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques secondes qui se passent pour l'organisation. Ouais, alors on se parle à la VHF, et il finit par passer juste derrière mon bateau, et puis il me dit bon, je prépare un boot, je repasse, et puis tu prends le boot et tu montes. Sautes et tu montes à Voilà. bord. Et là, je me dis, là, c'est la merde. Je savais que si je partais, j'abandonnais le bateau, on ne le retrouverait pas. Mais bon, de toute façon, j'avais bien évalué que je ne pouvais pas rester à bord. Et là, il s'est passé un truc complètement incroyable. Par le hublot de secours que j'avais ouvert pour sortir, à un moment, il s'est ouvert, il y a plein de trucs qui sont sortis par le hublot, dont une espèce de petite mascotte, une espèce d'ours en peluche en ciré jaune que m'avait offert la marraine du bateau quand on avait fait le baptême à Saint-Malo. Et j'ai vu cette mascotte sortir par le hublot, passer devant moi et se barrer, quoi. Elle est partie avec les vagues et elle était derrière le bateau, partir. Et je voyais ce petit point jaune se barrer. Et là, pour moi, c'était un déclic. Je me suis dit, bon, là, si même la mascotte du bateau se barre,
Là, mon gars, c'est que maintenant, il est temps d'y aller parce que de toute façon, tu n'as plus rien à faire à bord. Donc là, tu lâches tout, tu largues tout. Et ben, Jean-Pierre fait un ou deux passages derrière moi, on se regarde. Il y a un échange. Et là, tu vas. Et là, je nage comme un fer à repasser, mais là, j'ai fait le crawl de ma vie. J'ai chope le boot, mais tu vois, c'est de Hitchcock, quoi. Je chope le boot, mais par le bout du boot. Et Jean-Pierre, il est obligé de garder de la vitesse, tu vois, parce qu'il est sous grand voile seul, mais il y a du vent. Son bateau, il avance. Il peut pas trop s'arrêter face au vent, sinon il n'est pas manœuvrant. Et donc, péniblement, j'arrive à remonter le long du bout pour essayer de choper l'arrière de son bateau. Et je me dis, mais comment je vais monter sur le bateau de Jean-Pierre maintenant? Parce qu'une fois qu'il apparaît le pétrolier, il se met un peu face au vent pour s'arrêter. Et tu as la tête dans l'eau qui est là, le franc-bord, il est là. Et moi, je suis avec ma combinaison qui est pleine de flotte. Et accessoirement, comme j'avais été opéré au mois de juillet d'une petite connerie, j'avais déjà plus beaucoup d'abdos. Mais à ce moment-là, les abdos, ils font... Donc ton ventre, l'intérieur je sens bien qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Ça... Là, je dis, Jean-Pierre, j'ai jamais réussi à remonter, quoi. C'est pas possible. Il dit, ah, t'inquiète, il me passe une espèce d'estrope à passer autour du torse. Donc il se met face au vent. Voilà, il accroche ça, il me dit, je vais te monter au winch. Et il commence à me wincher pour me monter sur son bateau. Sauf qu'au lieu de monter, je me retrouve écrasé sur le tableau arrière du bateau. Donc je dis, ah, Jean-Pierre, arrête, ça marche pas. Il dit, ah, c'est pas grave, j'ai une échelle de main. Donc il finit par farfouiller dans les coffres. Et il sort une belle échelle de main en inox. Et là, j'ai pu remonter sans problème dans le bateau. Et là, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Hein. Merci mon gars, putain. Je crois que tu m'as sauvé la vie. Mon premier réflexe, c'est de lui dire, écoute, passe-moi la VHF. J'ai essayé de remercier le pétrolier quand même. J'ai même pas eu un coup d'œil pour mon bateau parce que j'y arrivais pas. Et là, après, c'est un peu surnaturel parce que tu te retrouves, ça fait 4 jours que tu es tout seul dans un bateau. Tu te retrouves avec Jean-Pierre Dick, qui est quand même, pour moi, Jean-Pierre Dick, c'est un dieu, quoi. Et tu te retrouves à bord de son bateau, le mec, il s'est dérouté, t'es en train de lui pourrir sa route du Rhum. On a passé 3 jours et demi ensemble, jusqu'aux Açores. Et devant Punta Delgada, il y avait pas mal de bateaux qui étaient en escale. Et tu avais Adrien Hardy avec la Mérida, là, le bateau qui est spécialisé dans la récupération de bateaux accidentés. Et il est venu me chercher en semi-rigide à l'entrée du port et j'ai quitté Jean-Pierre à ce moment-là. Et quand tu reviens à terre et que tu sais que ton bateau il est retourné au milieu de l'Atlantique, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu vraiment une énorme solidarité. Tous ceux qui proches dans le projet qui ont monté une cellule pour chercher le bateau. Mais moi, je savais que le bateau était perdu. Je ne sais pas pourquoi, inconsciemment, je savais que... Tu sentais que c'était fini, qu'il fallait que Je savais qu'on ne le récupérerait pas, ou si on le récupérait, ce serait une épave, quoi. Et comment t'expliques qu'il y a 2 jours, je l'ai vu à Guidel? Alors ça, c'est une histoire de fou. On était à 2 mois jour pour jour du chavirage. Du naufrage, oui. Et je signe un CDI dans une nouvelle boîte pour repartir. Et le lundi matin, coup de téléphone du Cross. Mais monsieur Maisonneuve, c'est vous qui cherchez un bateau au large du Cap Finistère espagnol? Je fais oui. Votre bateau, il est à Guidel-Plage. Je dis, il y a 2 gendarmes qui l'ont vu. J'ai la photo, je vous l'envoie sur votre portable. Et là, il m'envoie une photo et je vois le bateau éclaté dans les cailloux. Mais qui est quand même revenu sur le littoral breton. Qui est revenu sur le littoral, j'ai sauté dans ma bagnole, j'ai filé à Guidel. J'ai tout de suite rendu compte que de toute façon, il était pulvérisé, quoi, il restait rien. Est-ce que c'est comme un deuil quand on dit qu'on perd quelqu'un et qu'on ne retrouve pas le corps? C'est terrible parce qu'on a du mal à faire le deuil. Le fait qu'il soit revenu, c'est quand même incroyable de se dire que ton bateau, il pouvait aller partout, il est revenu. Mais oui, mais la probabilité qu'il arrive... Donc c'est un certain message qu'il y a derrière quand même. Complètement. Quand on dit que les bateaux ont une âme, pour moi, là, c'est complètement le cas. Le dernier bateau de course qui avait chaviré à cet endroit-là, on l'a retrouvé 3 ans plus tard, aux Bahamas. Là, le bateau, il arrive à Guidel-Plage, et surtout en un temps record, parce qu'un bateau, ça dérive pas très vite, et on l'attendait pas du tout là. Et qu'est-ce que ce bateau, il t'a dit, en fait? Quand tu regardes, on est à 3 mois, qu'est-ce qu'il t'a dit, ce bateau? Là, le message, il était clair. Il m'a dit, là, mon vieux, arrête de me chercher, c'est plus la peine. Je me suis fait péter la figure. Je suis là, maintenant, tourne la page, passe à autre chose. Avant d'avoir cette activité de charter, j'étais aussi industriel. J'avais une PME en Normandie qui fabriquait des camions-citernes et des fûts à bière. Tu vois. Et je me suis cassé la figure assez sèchement en 2018, à cause du Brexit, principalement.
Et la perte de cette entreprise, ça a été quelque chose d'assez traumatisant. Et j'ai rebondi en montant Addictive Selling. Et lorsque j'ai traversé l'Atlantique avec le bateau la première fois en novembre 2019, parce que je me suis dit, je vais refaire la route du Rhum, je vais la faire pour faire passer un message. Un chef d'entreprise qui se casse la figure, c'est quelqu'un C'est le début de quelque chose. qui a acquis une expérience énorme. Et cette personne-là, elle peut rebondir soit en créant une autre entreprise, soit en devenant salarié et mettre ses compétences au service d'une entreprise. Mais il faut arrêter d'avoir cette image hyper négative du chef d'entreprise qui a failli, entre guillemets. Au contraire, il a vécu un échec et il a acquis plein d'expériences. Et est-ce que là, Brieux, après cette expérience, il y a des choses qui ne seront plus jamais pareilles? Je sais pas. Je rêve que d'une chose, c'est d'y retourner. J'ai autant soif de reprendre la mer qu'avant. Je pense qu'à notre époque, vivre ce genre de choses, c'est quasiment devenu impossible, quoi. On passe notre vie devant nos écrans d'ordi, devant nos téléphones. Et là, tu es dans l'aventure pure, quoi. J'ai toujours vécu comme ça me plaît. Et il n'y a qu'en étant confronté à ce genre de truc, ouais, en fait. Tu arrives à te dire, en fait, c'est capable, j'ai les ressources, je suis capable. Je suis en vie, il me reste 2 jambes, 2 bras, une tête et en avant, quoi. Maintenant, tu as ta casquette de nouveau, tu es dans un chantier maintenant. Ça, maintenant, je suis directeur commercial d'un très beau chantier qui fabrique des trimarans de croisière. Et si on est à la veille d'une transformation professionnelle, d'une angoisse, d'une peur, tu n'oses pas entreprendre quelque chose parce que la peur dicte. Qu'est-ce que tu aurais à dire à toutes ces personnes qui n'osent pas enclencher? Moi, ça se résume en 3 mots, hein, c'est qui ose vaincra. Hein. C'est si à un moment tu te mets pas en danger, tu n'y arriveras pas. Donc il faut à un moment accepter de passer le pas, d'avoir un peu peur, mais puis de se lancer. Et j'ai des petites questions. T'en pioches une au pif. D'accord. Une au pif, tu fermes les yeux, il n'y en a pas beaucoup. En fait, j'en ai une que j'aimerais bien que tu pioches plus qu'une autre. Donc on va voir si tu vas la choper. Si tu la chopes pas, tu pourras repiocher. Okay. Comment rebondir face à l'impossible? En fait, c'est facile parce que tu n'as pas le choix. Donc, il y a un moment, tu te retrouves dans des situations où tu n'as pas d'autre solution que de rebondir. En fait, les solutions, elles apparaissent quasiment naturellement. Parce que c'est une question de perception. Ce qui te paraît être impossible, en fait, ça ne l'est jamais. Tu as toujours une solution à tes problèmes. Tu ne les vois pas tant que tu n'es pas confronté aux problèmes. Donc une Amélie Grassi qui déma, toi qui chavire, un homme à la mer, Kevin Escoffier, son bateau, il se casse en deux, il coule en quelques heures et Jean vient le récupérer, comme ça. Tous ces imprévus-là qui paraissent impossibles à gérer, en fait, sont possibles. Ils le sont, bien sûr. Et tu penses que tout le monde peut réussir à les surmonter? Alors, tu vois, comparé à un Kevin Escoffier, moi, je ne suis pas un sportif de haut niveau. C'est ça qui est sympa, d'ailleurs, dans ces projets que je vends à mes partenaires, c'est qu'ils voient un homme normal, un cadra dans la force de l'âge, on va dire, qui peut monter sur un catamaran et faire la route du Rhum. Donc, sur le papier, ça paraît impossible, et pourtant, c'est possible. N'importe qui peut, un jour ou l'autre, être confronté à des difficultés qui sont complètement exogènes à son business et se casser la figure. Donc, il faut évidemment changer ce regard de l'échec, et ça doit devenir une force. Et un dernier petit mot, c'est pour toi, c'est pour ta nouvelle vie. Ouais, papa. Et donc, j'aimerais avoir la définition de ta nouvelle life. Alors, la définition du renouveau. Eh ben, écoute, le renouveau, pour moi, c'est aussi un peu l'inattendu. C'est qu'à un moment, tu te retrouves à l'hosto, tu n'es pas en forme, tu as perdu ton bateau, tu n'as plus une thune, tu te demandes ce que tu vas faire. Et puis, d'un seul coup, il y a un déclic, tu percutes sur un truc. Moi, en l'occurrence, ça a été une annonce d'emploi avec un job. Quand j'ai lu l'annonce, je me suis dit, mais c'est pour moi. C'est moi. Pour moi, c'était un super message d'espoir parce que je pense que j'aurais pas rebondi sur ce job-là. Je serais peut-être pas en train de te parler avec autant d'entrain de tout ce qui m'est arrivé. Tu serais encore en train de regarder dans le rétro, quoi. Voilà, exactement. Donc, c'est important parce que le renouveau, c'est l'inattendu. C'est-à-dire qu'il faut pas... je pense qu'on est confronté à un gros problème. Il ne faut pas trop se poser de questions au début. Il faut se laisser un peu porter par les choses. Les solutions, elles vont arriver un peu naturellement. De toute façon, les choses sont un peu écrites pour moi. Donc, c'est vrai, tu penses à ça? Ouais, moi je suis convaincu. Hein. C'est un long cheminement, voulu ou pas voulu, mais pour arriver à ce qu'on a envie d'être. Mais la vie, elle sait exactement ce dont on a besoin. Elle, oui, c'est sûr. Beaucoup plus que nous, en tout cas. Merci, Brieux, d'être venu avec nous. Plaisir. C'était top. Ce que je te propose, c'est que tu vas revenir. Et la prochaine fois que tu reviens à bord, on prend du rhum, des petits punchs, on se prend 2-3 cannes à pêche et on part au large. Ah ouais, génial. Promis? Juré. Avant, je... Ok, c'est parti.